Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est samedi 27 juin 2026 et notre cher ami le lieutenant-colonel Anthony Aguilar est avec nous. Ravi de te revoir, Tony. Merci de m'avoir invité. J'apprécie vraiment. Tony, encore une fois, on a une nouvelle attaque contre l'Iran. Et toi, tu es au courant des dernières infos. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et comment tu compares l'attaque de ce soir à celle d'hier soir? Alors, si on regarde les attaques de la nuit dernière menées par les États-Unis sur des sites en Iran, autour de l'île de Sarik, et en gros le long des zones côtières, de ce que j'appellerais la partie sud ici. Voilà le golfe d'Oman, ici Sarik. Donc globalement, là où se trouve Sarik, on a Bandar Abbas juste là. C'est vraiment la partie centrale du détroit. C'est là que les États-Unis menaient leur blocus à distance. Et encore une fois, on a vu beaucoup de ces frappes se poursuivre jusqu'à l'attaque finale, juste avant que cet accord et ce protocole d'entente ne soient conclus. À ce moment-là, les États-Unis concentraient déjà une grande partie de leurs frappes, à la fois navales et aériennes, sur ces mêmes zones. Donc, les frappes d'hier soir, c'était un retour à cette stratégie. Pourquoi Sarik? Eh bien, Sarik abrite des centres de commandement et de contrôle, les quartiers généraux, à la fois de la 2e division maritime, de la marine des gardiens de la Révolution et de la division maritime de la marine iranienne. Ces deux structures ont des responsabilités directes dans la zone. Ils partagent la responsabilité du détroit d'Ormuz sur toute sa longueur, des deux côtés, en venant du golfe Persique et en venant du golfe d'Oman. Donc on parle ici de commandement et de contrôle. Les États-Unis ont frappé des cibles de commandement et de contrôle. Les communications qu'ils ont visées n'étaient pas forcément essentielles aux opérations ou aux communications militaires, mais elles restaient importantes. Je ne dirais pas cruciales, mais importantes pour les communications maritimes commerciales. Alors, réfléchissez. Dans le domaine militaire, les navires et les unités communiquent généralement en VHF, en UHF ou par satellite, via le SATCOM. Tandis que pour les navires commerciaux qui traversent le détroit, même s'ils utilisent sans doute aussi le SATCOM et le GPS, il y a des échanges directs, ce qu'on appellerait des communications commerciales, en UHF, en liaison directe, et ainsi de suite. Il semble donc que les sites de communication visés par les États-Unis n'aient pas vraiment eu d'impact sur les opérations militaires ou qu'ils n'aient pas été des cibles particulièrement importantes. Mais la frappe, une fois encore, sur les centres de commandement et de contrôle montre que les États-Unis cherchent à nouveau à influencer la situation, notamment dans le détroit d'Ormuz. Et puis, ce soir, les frappes américaines se sont intensifiées. Il y en a eu davantage, et elles ont touché une zone plus large. On a vu l'île de Keshm être directement visée. Les zones touchées sur l'île de Keshm sont celles où se trouvent les centres de commandement et de contrôle, ou les structures administratives et de sécurité qui supervisent l'aérodrome présent sur place. Il y a un aéroport là-bas. Donc, si on parle de frappe sur l'île de Keshm, l'objectif n'est pas de détruire la base aérienne. On ne veut pas non plus détruire l'aéroport lui-même, ni ses opérations. Ce qu'on cherche, c'est à créer les conditions pour pouvoir le prendre. C'est à ça que ressemblent ces frappes. Mais on a aussi vu des frappes à Bandar Kong. Si on regarde le détroit d'Ormuz, l'île de Keshm est ici, et Bandar Kong se trouve juste là, sur la côte iranienne. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que Bandar Kong est un point logistique et opérationnel clé pour la marine des gardiens de la Révolution, qui opère précisément dans cette partie du golfe Persique. Nous avons donc des frappes américaines qui ont visé les opérations navales, les communications et le commandement et contrôle du corps des gardiens de la Révolution islamique du côté du golfe d'Oman, près du détroit d'Ormuz. Et maintenant, des frappes ont eu lieu aujourd'hui à Bandar Lengjeh, Bandar Kong et sur l'île de Keshm, ce qui affecte fortement
la marine du corps des gardiens et le contrôle de la marine iranienne sur le côté du golfe Persique. Quand on regarde ces frappes, l'image est très claire. On voit une intention opérationnelle précise derrière les frappes américaines et on comprend ce qu'elles cherchent à accomplir. Pour moi, il devient évident que ce que nous vivons depuis quelques semaines, c'est en réalité une sorte de grande façade, un peu comme l'accord de Munich en 1938, quand les Britanniques et les Français négociaient un accord de paix, alors même que la paix, en réalité, leur échappait déjà. Neville Chamberlain l'avait même appelé « la paix de notre temps », en disant que ça allait empêcher la Seconde Guerre mondiale. Et pendant tout ce temps, tout ce que l'Allemagne nazie et Hitler faisaient, c'était se préparer. Ils ont profité de cette période de paix, de cet intervalle de paix, pour se préparer encore et encore, encore et encore. Et puis d'un coup, sans prévenir, l'Allemagne nazie attaque la Tchécoslovaquie, prend tout, boum. Ils n'avaient aucune intention de négocier. Alors, je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que sous la pression d'Israël et des États-Unis sur Donald Trump et sur l'administration américaine, à un moment, cette administration s'est dit « Bon, on va faire bonne figure ». On va faire tout un grand spectacle autour de ce protocole d'accord. La Suisse, la signature, tout ça, on va le jouer à fond. Mais en réalité, notre intention, c'est surtout de profiter de ce moment pour ensuite revenir frapper l'Iran et peut-être changer la logique de ce protocole. Parce que du point de vue des États-Unis, quand on regarde ça, on se dit « on n'aime pas cet accord ». Alors comment on change la donne? On ne s'inquiète plus vraiment du matériel nucléaire, des sites, du régime, de la marine ou de l'armée de l'air. Non, on va se concentrer précisément sur le détroit d'Ormuz, parce qu'on a compris que c'est là que se trouve l'atout majeur, la carte maîtresse de l'Iran dans ces négociations. Et on veut changer ce calcul. Je pense que c'est exactement ce que font les États-Unis en ce moment. Le prétexte, c'était l'attaque iranienne contre un navire singapourien qui passait du côté omanais, dans le détroit d'Oman, en violation des protocoles établis par l'Iran. Donc, à mon avis, c'est ce prétexte que les États-Unis ont utilisé. Et maintenant, on en est là. Il y a eu des frappes, des ripostes, encore des ripostes, et à nouveau une réponse américaine après les frappes d'hier soir. Bref, faute de meilleurs mots, on peut dire qu'on est de nouveau en guerre. Qu'est-ce qu'ils cherchent à obtenir, Tony? Regarde ce que font les États-Unis, avec cette logique de coup pour coup, cette escalade. Si l'Iran décide d'agir, ça va être énorme. Voyons ce que l'Iran fera ce soir. Hier soir, comme l'a rapporté l'Associated Press, il y a eu une attaque de drone sur Bahreïn, et ce soir, je pense qu'ils vont frapper Bahreïn, le Koweït et la Jordanie, si l'escalade continue. Je ne sais pas d'où viennent ces avions de chasse. D'où est-ce qu'ils décollent? Où se trouvent-ils exactement? Est-ce qu'ils viennent de Jordanie ou d'autres zones? Je ne vois pas le Koweït ni Bahreïn posséder ce genre d'avions de chasse. Donc non, les avions de chasse ne vont pas forcément décoller du Koweït ou de Bahreïn. Maintenant, Bahreïn a été durement touché. Alors pourquoi l'ont-ils frappé à nouveau? Et ce que vous avez vu aujourd'hui, ce qui est sorti dans les médias, mais que les États-Unis ont largement dissimulé, c'est que le commandement central de la marine américaine et la 5e flotte, qui était basée à Bahreïn, eh bien, ils ne sont plus là. Ils sont partis. Ils sont en Israël. Les États-Unis ne l'ont jamais vraiment dit clairement. Je pense que l'Iran le savait. Mais encore une fois, quand on regarde les composantes de la puissance nationale, la diplomatie, l'information, l'armée, l'économie, il y a toujours des éléments de diplomatie et d'information qui montrent que les États-Unis ont perdu plus qu'ils ne le disent au peuple américain. Écoutez, on a frappé Bahreïn et maintenant votre gouvernement dit « Ah, pas grave, il n'y avait rien d'important là-bas ».
Mais la 5e flotte des États-Unis, le commandement central de la marine américaine, la fierté de la flotte du CENTCOM, a quitté Bahreïn. Ça, c'est une défaite, une vraie défaite sur le terrain. Et maintenant, on le voit clairement. C'est une victoire pour l'Iran. Les frappes au Koweït, à la base d'Ali al-Salem, visaient surtout des sites de missiles ou de logistique, pas forcément des avions de chasse, mais ça reste une cible potentielle. Alors, d'où viendraient ces avions de chasse américains? Eh bien, probablement d'Arabie Saoudite ou de Jordanie. Il y a des bases aériennes dans les deux pays. Il y a la base d'Azraq en Jordanie et la base aérienne du prince Sultan en Arabie Saoudite. Ce sont des endroits où les États-Unis n'ont pas seulement des avions de chasse, mais aussi des ravitailleurs, de la logistique, des munitions, des dépôts pour réarmer les avions, tout l'équipement complet sur l'une ou l'autre de ces deux bases, voire les deux. Donc ces sites sont clairement capables de soutenir des frappes militaires continues. Alors, si l'Iran se demande où frapper, ces bases feraient certainement partie de la liste des cibles. Maintenant, selon moi, les frappes américaines auraient deux objectifs. D'abord, affaiblir les capacités iraniennes là où on sait déjà qu'il y a quelque chose à affaiblir. Mais ensuite, il faut rallumer le réseau. Comprendre où l'Iran a déplacé ses équipements pendant cette période de paix, cette période sans combat. Parce que nous, les États-Unis, savons, ou du moins nous devrions savoir, j'espère que les États-Unis le savent, que l'Iran possède toujours un arsenal de missiles, de drones et d'armes hypersoniques très solide et très développé. Ils l'ont toujours. Nous ne l'avons pas affaibli, nous ne l'avons pas détruit. Ils le conservent, probablement au même niveau, voire à un niveau supérieur à celui d'avant le 28 février. La question maintenant, c'est comment l'ont-ils déplacé? Comment l'ont-ils modifié? Quelles adaptations ont-ils faites? Parce que si quelqu'un pense qu'en entrant dans cette période de paix, l'Iran s'est dit « Ah, c'est bon, la paix, on peut se reposer, faire une pause, plus besoin de s'inquiéter », ce serait une erreur. Ils sont clairement en train de planifier. Donc je pense qu'une partie de ce qui se passe maintenant, c'est que les États-Unis essaient de redessiner le tableau, de se demander « Bon, où en est-on exactement ?» mais aussi de redéfinir l'objectif militaire. Avant, on essayait de tout faire à la fois. Là, l'idée, c'est plutôt « Faisons ça, concentrons-nous là-dessus et voyons si ça change le calcul et les conditions d'un nouveau protocole d'accord. Est-ce qu'on peut le remodeler? » Je ne pense pas que les États-Unis veuillent l'abandonner complètement, mais ils veulent clairement revoir certains points, notamment le paragraphe 5, celui qui concerne le détroit d'Ormuz. Oui. Et dans le premier paragraphe, la première clause du protocole d'accord parle en gros du Liban. Vous voyez ce qui se passe là-bas avec le nouvel accord? Eh bien oui. Quand on parle de la clause numéro 1, les États-Unis ont une fois de plus choisi leur maîtresse, Israël. En gros, on a cette autre négociation parallèle entre Marco Rubio et Israël-Liban, non? On a cette sorte de négociation secondaire qui va complètement à l'encontre des conditions du protocole d'accord dans le paragraphe ou la clause numéro 1. Les deux sont en opposition directe, c'est évident. Et c'est là toute la distraction. C'est là que les États-Unis veulent que l'Iran concentre son attention pour l'attirer dans un conflit, soit en réaction directe à Israël, soit ailleurs, sur d'autres terrains. Pendant ce temps, les États-Unis, eux, sont focalisés sur autre chose. Je ne pense pas qu'ils se soucient vraiment du Liban. Franchement, non. Je vais être franc. Je ne pense pas que Donald Trump se soucie vraiment de savoir si Israël reste ou part du Liban. Je ne crois pas que Donald Trump s'en préoccupe. En revanche, c'est une question à laquelle l'Iran accorde énormément d'importance et sur laquelle il n'est pas prêt à reculer. Alors, que peuvent faire les États-Unis pour éventuellement modifier ce rapport de force?
Eh bien, tout tourne autour du détroit d'Ormuz. Et franchement, quel meilleur moment que maintenant? Il y a ces négociations en cours, encore et encore. Et à chaque étape, on peut présenter l'Iran comme le méchant, non? Vous voyez ce navire singapourien qui traversait le détroit d'Ormuz, empruntait le canal omanais, en dehors des communications, des conditions et des paramètres très clairs que l'Iran avait établis. Utilisez cet exemple. Certains diront peut-être, oui, mais ce sont des eaux internationales, c'est leur territoire souverain, ils ont le droit de le faire. Eh bien, oui et non. Si je suis sur l'autoroute, qu'il y a des panneaux très clairs indiquant l'entrée et la sortie, et que je me dis, bon, c'est une route, c'est une autoroute, j'ai une voiture, pourquoi je ne prendrais pas la sortie à contresens? Eh bien, je pourrais le faire, bien sûr, mais je violerais la loi et je mettrais des gens en danger. Non? Donc on ne peut pas simplement foncer à travers le détroit d'Ormuz. Ce serait un peu comme si quelqu'un traversait le canal de Panama sans aucune autorisation ni feu vert. Bon, allez, j'y vais. Tu n'irais pas bien loin, parce qu'il n'y aurait personne pour manœuvrer les écluses et te faire passer. Donc il faut une vraie coordination. Le navire de Singapour qui traversait le canal, en dehors de tout ça, s'était coordonné à l'avance avec l'Allemagne, et l'Iran avait donné un avertissement. Ensuite, l'Iran a frappé avec un drone. L'Iran ne l'a pas fait exploser. L'Iran ne l'a pas coulé. L'Iran n'a tué personne. L'Iran n'a pas provoqué une énorme explosion, ni détruit le navire. Il l'a simplement neutralisé en touchant la salle des machines. Et devine quel pays a fait exactement la même chose, au moins 8 fois, et en plus a tué des marins indiens dans ces opérations. Les États-Unis. Nous l'avons fait pour faire respecter notre blocus à distance, ce qui, soit dit en passant, est un acte de guerre, un blocus. Les États-Unis ont continué à le faire jusqu'à ce protocole d'accord. Et les médias occidentaux, entre autres, ont décrit ça comme « Les États-Unis font preuve d'une retenue précise en neutralisant un navire ». Très bien. Mais quand l'Iran fait la même chose, les médias occidentaux s'empressent de titrer « L'Iran attaque un navire ». La tension repart à la hausse. Non, ils ont fait exactement ce qu'on attend d'eux pour maintenir les conditions dans le détroit d'Ormuz. C'est donc très important qu'on regarde les deux actions de la même manière. Si on qualifie l'une d'attaque odieuse, alors l'autre l'est tout autant. Et les États-Unis ont fait bien pire, c'est certain. Si on appelle ça « maintenir les conditions du détroit d'Ormuz » selon la volonté de ceux qui détiennent le pouvoir, c'est-à-dire l'Iran, eh bien, c'est ce que c'était. Ils ne l'ont pas détruit, ils ne l'ont pas coulé, ils n'ont tué personne, ils l'ont simplement neutralisé. Alors le prétexte utilisé par les États-Unis pour ensuite frapper une série de cibles, Sarik, plus au nord, le long de la côte, et ainsi de suite, puis revenir une autre nuit pour toucher Keshm, Bandar Kong, Bandar Lengje. C'est évident que tout cela était déjà prévu. C'était un plan d'attaque déjà établi et coordonné. Non, laissez-moi juste prendre la carte ici, parce que je veux comprendre comment vous voyez ces attaques et la façon dont elles se déroulent. Oui, voilà la carte, Tony. Et ici, c'est la Jordanie. Et depuis la Jordanie, attendez, je vais agrandir un peu. Voilà, la Jordanie. Depuis la Jordanie, en direction de l'Iran, imaginons qu'ils décollent de là, qu'ils doivent traverser, et qu'ils frappent cette zone du golfe Persique. Ils doivent forcément survoler l'Arabie Saoudite. Il n'y a aucun moyen au-dessus de l'Arabie Saoudite, puis Saoudite, puis des Émirats arabes unis pour atteindre les cibles. Bien sûr. C'est le cas? Oui. Enfin, oui. C'est très similaire à ce qui s'est passé quand Israël a frappé le Qatar pendant les négociations sur Gaza, alors que les équipes de négociation du Hamas étaient impliquées. Et ensuite, les États-Unis, l'Arabie Saoudite et d'autres ont dit « Oh,
On n'était pas au courant, on ne savait pas qu'ils allaient le faire. Mais il suffit de déplier une carte et de regarder. Et là, on se dit d'accord, mais ils n'auraient pas pu aller du point A au point B sans survoler l'Arabie Saoudite, sans survoler la Jordanie, si les avions venaient d'Israël, non? C'est physiquement impossible. Alors, si vous dites qu'ils ont pénétré votre espace aérien et que vous ne le saviez pas, eh bien, vous avez un vrai problème. Mais on sait tous que vous étiez au courant. Et puis, quand on regarde la distance, on se dit, d'accord, ces avions de chasse israéliens, s'ils étaient partis d'Israël, ils n'auraient pas pu aller aussi loin. Ils n'auraient pas pu faire l'aller-retour pour une frappe de cette portée sans être ravitaillés en vol. Et il n'y a pas de ravitailleur KC-35 en Arabie Saoudite. Alors qui l'a fait? Et là, tout à coup, les États-Unis finissent par dire « Bon, d'accord, on a aidé, mais on ne savait pas ce qu'ils allaient faire. On ne savait pas ce qu'ils faisaient. Ils ne nous ont pas dit ce qu'ils allaient faire. Ils nous ont juste dit qu'ils avaient besoin d'être ravitaillés. » Vraiment? C'est ça, votre excuse. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Si vous êtes l'Iran, vous regardez ça et vous vous dites « Très bien, on vient de passer par une situation où nous, l'Iran, avons puni vos actions en toute légitimité selon le principe de proportionnalité et de ciblage militaire pour avoir soutenu l'ennemi dans cette guerre. L'ennemi étant, du point de vue iranien, les États-Unis. Et voilà, on y revient encore. C'est une mise à l'épreuve de la détermination, une mise à l'épreuve de la volonté de l'Iran de rester fidèle à ce protocole d'accord. Et on voit ça tout au long de l'histoire. Les accords, les traités sont sans cesse testés, remis en question, encore et encore. Prenez la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. La guerre y est toujours, techniquement en cours. Il n'y a jamais eu d'armistice, seulement un cessez-le-feu. Et cette zone, elle est testée en permanence sur la question de ne pas la franchir. Donc, ce n'est pas une surprise que ce protocole d'accord et les conditions posées par l'Iran soient eux aussi mis à l'épreuve. Ce qui est inquiétant, ou disons plutôt déroutant, c'est de comprendre pourquoi les États-Unis ou Israël, enfin dans ce cas les États-Unis, penseraient que quelqu'un pourrait croire que les avions qui ont mené ces frappes, parce que c'était bien des frappes air-sol, ce n'étaient pas des missiles, ce n'étaient pas des tirs depuis des navires de la marine. Non, c'était des frappes air-sol. Alors, est-ce possible que ces avions aient décollé d'un porte-avions dans l'océan Indien et frappé depuis là? Oui, c'est tout à fait possible. Est-ce aussi possible que ces avions soient partis d'Arabie Saoudite ou de Jordanie? Et si c'est le cas, dans un cas comme dans l'autre, que ce soit depuis la Jordanie ou depuis l'Arabie Saoudite, ils traversent forcément l'espace aérien saoudien, non? Donc oui, je pense que l'Iran ne laissera pas passer ça sans réagir. Permettez-moi de parler un instant de l'océan Indien. Quand on évoque l'océan Indien, on parle en fait d'une zone qui se situe plutôt ici, du côté de la mer d'Arabie. L'océan Indien est trop vaste. Il est plus éloigné des côtes iraniennes que la Jordanie ne l'est. Donc, ils ont besoin de ravitailleurs en vol sur le trajet pour pouvoir atteindre la côte iranienne. Oui, alors on sait où se trouve le détroit d'Ormuz. Au sud, il y a le golfe d'Oman, puis la mer d'Arabie, et ensuite l'océan Indien. On sait aussi que ces porte-avions, ces groupes aéronavals qui ont été envoyés, on sait que le Ford est rentré, mais le Lincoln et le Bush, souvenez-vous, on avait déployé le Bush, eux sont toujours sur place. Et le Bush, comme le Lincoln, ont tous les deux la capacité de déployer des F-35C et des F-18 Super Hornet. Donc, selon le type d'appareil, que ce soit des F-35 ou des F-18, si c'était des F-35B, alors ils ne venaient pas d'un porte-avions. Mais si c'était des F-35C ou des F-18 Super Hornet, alors oui, très probablement, ils venaient bien d'un porte-avions. Mais comme vous le disiez, ils auraient quand même besoin d'un ravitaillement en vol
vu la distance. Peut-être pas forcément à l'aller, mais au moins pour le retour. Tu ne pourrais pas faire l'aller-retour complet sans ravitaillement. Mais est-ce qu'on pourrait avoir des avions ravitailleurs en vol stationnés quelque part sur le trajet? Absolument. Est-ce qu'il est plus probable que les appareils qui ont mené ces frappes soient partis d'Arabie Saoudite ou de Jordanie? Très probablement. Et dans ce cas, il faut une capacité de ravitaillement. Donc si tu viens de Jordanie, les ravitailleurs auraient décollé d'Arabie Saoudite. Si tu es en Jordanie et que tu décolles, tu survoles forcément l'espace aérien saoudien. Si tu pars d'Arabie Saoudite, tu auras besoin d'un ravitaillement avant le retour. Tu déploierais donc sans doute des ravitailleurs saoudiens quelque part au-dessus de la péninsule pour faire le plein avant de rentrer. Mais encore une fois, tout ça suppose évidemment l'utilisation de l'espace aérien, du territoire et de l'autorisation de l'Arabie Saoudite. On voit bien que certains pays du Golfe, à ce stade, disent clairement « Non, on ne joue plus, on arrête, on sort du jeu, on ne veut plus participer ». Mais en face, les États-Unis mettent une vraie pression sur l'Arabie Saoudite et sur la Jordanie à travers leurs relations avec Israël en leur disant « Soit vous êtes avec nous, soit vous ne l'êtes pas. Et si vous ne l'êtes pas, alors vous n'aurez rien de tout ça. » En résumé, la Jordanie et l'Arabie Saoudite n'ont pas tiré la leçon que d'autres pays du Golfe, eux, ont comprise. Les États-Unis ne sont pas dignes de confiance. Dès qu'Israël est impliqué dans n'importe quelle négociation où il faut choisir un camp, même quand les intérêts américains sont en jeu, les États-Unis ne peuvent pas être considérés comme impartiaux. Ils mettront toujours Israël en premier. Et si, à ce stade, certains pays de la région ne l'ont toujours pas compris, si ce n'est pas encore parfaitement clair pour eux, alors ils s'exposent eux-mêmes à leur propre perte. C'est quand même incroyable qu'on n'ait encore rien entendu du gouvernement jordanien, non? Moi, je n'ai rien entendu. Rien du tout. Et pendant ce temps, les États-Unis utilisent en gros la Jordanie comme base aérienne, alors que le gouvernement, lui, n'a pratiquement aucun poids politique dans la région. Le royaume hachémite de Jordanie est devenu en quelque sorte une base aérienne coloniale des États-Unis. Faute de meilleurs termes, je veux dire que les États-Unis n'ont aucun respect pour le gouvernement jordanien ni pour sa souveraineté, et qu'ils sont prêts à les placer directement au cœur du conflit. Tony, quelles sont les capacités du gouvernement jordanien? Imaginons qu'Israël décide d'envahir la Jordanie. Est-ce qu'ils ont la puissance militaire nécessaire pour tenir tête à Israël, pour lui résister? Les capacités, oui. La volonté politique, non. Ils ne le feront pas, parce que ce serait trop chaotique. Maintenant, tout dépend aussi du moment où on regarde la situation. Israël est déjà très sollicité, avec des opérations au Liban, à Gaza, des unités militaires encore déployées, et tout ce qui se passe en Cisjordanie. Israël devrait revoir certaines de ces opérations si ça devait arriver. Ce ne serait pas, disons, une victoire facile pour Israël. Mais comme on l'a vu ailleurs, par exemple au Liban, c'est surtout parce que les forces armées libanaises et le gouvernement libanais n'ont tout simplement pas la volonté, ni même l'envie, d'imposer leur souveraineté face à Israël. Je pense que c'est pareil en Jordanie. Est-ce qu'ils ont des capacités? Oui, mais une grande partie de ces capacités est limitée par les États-Unis. Et encore une fois, la Jordanie devrait en tirer une leçon claire. Toutes ces capacités qu'ils ont grâce aux États-Unis, les armes, les avions et tout le reste dépendent de la maintenance ou du soutien américain. Et franchement, vous pensez que les États-Unis se rangeraient de quel côté? D'Israël, à chaque fois. Donc, si la Jordanie s'imagine autre chose que cette réalité, elle se mettrait dans une position naïve
et elle perdrait probablement si elle pensait pouvoir agir avec le soutien américain. Autrement dit, elle serait seule et elle ne gagnerait sans doute pas. Voici ce que Donald Trump a tweeté ce matin. Il y a quelques instants, des avions américains ont frappé des dépôts de missiles et de drones iraniens, ainsi que des sites radars côtiers, pour avoir violé l'accord de cessez-le-feu. Encore une fois, il est très possible qu'ils ne comprennent jamais. Il pourrait arriver un moment où nous ne serons plus capables de rester raisonnables et où nous serons forcés d'achever militairement le travail que nous avons très bien commencé. Si cela arrive, la République islamique d'Iran n'existera plus. Ouais, le gars y va, ouais. Donc, je veux dire là, à ce moment-là, lui en tant que président des États-Unis, avec ce genre de déclaration sur les réseaux, presque un cri de tweet à propos d'une violation du cessez-le-feu, eh bien, il vient lui-même de violer le cessez-le-feu. Oui, en gros, c'est une menace contre l'Iran, pour rayer l'Iran de la surface de la Terre. Vous voyez, c'est ça en fait, le sens de cette phrase. Ces derniers développements, avec ces frappes et leurs poursuites, et le fait que les États-Unis cherchent des failles pour permettre à Israël de rester au Liban, en violation directe de l'accord que Washington poursuit aussi avec l'Iran, montrent très clairement qu'on ne peut pas faire confiance aux États-Unis. Les États-Unis d'Amérique ne sont pas dignes de confiance dans les négociations et la diplomatie dès que les intérêts d'Israël sont en jeu ou font partie de l'accord. Comme je l'ai déjà dit, les États-Unis placeraient les intérêts d'Israël au-dessus des leurs. C'est dans l'intérêt des États-Unis de poursuivre ce protocole d'accord, de mettre fin à ce conflit et d'avancer vers des relations normalisées avec l'Iran et dans la région. Mais une fois de plus, les États-Unis montrent très clairement qu'ils choisissent de continuer à soutenir les ambitions d'Israël, même au point de relancer une guerre avec l'Iran. Pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique refusent de demander des comptes à Israël pour son retrait et son départ du Liban. Ainsi, les États-Unis ont encore une fois montré au monde et à cette région qu'on ne peut pas leur faire confiance quand on laisse leur drogue favorite sur la table. Et cette drogue, c'est Israël. En réaction à l'accord, Tony, entre le gouvernement libanais et les Israéliens, on a eu aujourd'hui une déclaration du secrétaire général du Hezbollah, Qassem. Il a dit que l'accord conclu à Washington était humiliant, honteux et illégitime. Selon lui, ce sont plutôt les dispositions de l'entente entre l'Iran et les États-Unis sur un cessez-le-feu au Liban qui devraient être appliquées. Ils ont expliqué qu'ils essayaient d'exercer des pressions, à la fois au niveau international et sur les États arabes, pour qu'on prenne en compte la première clause de cet accord entre l'Iran et les États-Unis. Voilà leur position. Et de son côté, ce qu'on a vu aujourd'hui de la part de Netanyahou, c'est qu'il a simplement montré une carte. Il a désigné la ligne jaune, et sur cette carte, on voit aussi des lignes rouges qui indiquent les zones dont Israël prévoit de se retirer. Oui, c'est vraiment crucial en ce moment. Merci d'avoir montré cette carte. Pour tout le monde qui regarde, la ligne noire, c'est la frontière entre le Liban et Israël. La ligne jaune, c'est là où les forces israéliennes occupent actuellement une partie du territoire souverain du Liban. Et les zones rouges, ce sont celles qu'elles occupent encore plus loin, au-delà de la ligne jaune. Ce que les États-Unis essayent de négocier, c'est un accord entre Israël et le Liban, pour que les forces israéliennes se retirent jusqu'à cette ligne jaune. Ce serait une manière de respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban. Et ça représente une grande zone.
En gros, ils légitiment l'occupation du Liban, parce qu'ils disent « désarmement du Hezbollah, puis on quittera le Liban ». Mais ça n'arrivera pas. Le Hezbollah fait partie de la société libanaise. Comment voulez-vous désarmer le Hezbollah? Alors, qui va désarmer le Hezbollah? L'armée libanaise. Franchement, c'est risible, non. Qui va désarmer le Hezbollah? Le Hezbollah ne devrait pas être désarmé. Mais même si cette normalisation de l'occupation, c'est vraiment ce que les États-Unis soutiennent quand il s'agit encore une fois d'Israël, qui contrôle les États-Unis, quel serait le mécanisme pour désarmer le Hezbollah? Envoyer les Iraniens ou envoyer l'armée israélienne au complet? Il se ferait laminer. Envoyer les forces américaines. Là, ça deviendrait vraiment très moche. D'après Donald Trump, Jelani vient juste de s'habituer à porter des costumes. Il vient d'apprendre à mettre un costume, à faire son nœud de cravate, et il commence enfin à être à l'aise en costume. Et Donald Trump veut qu'il remette son vieux uniforme de combat et qu'il reparte en guerre, au nom des États-Unis et d'Israël, au Liban, contre le Hezbollah. Ce serait une catastrophe totale. Donc, quelle que soit l'option, elles sont toutes mauvaises. Et ce qu'on voit clairement, c'est que Marco Rubio mène de son côté une espèce de mission parallèle pour normaliser l'occupation du Liban par les forces israéliennes. Pendant ce temps, J.D. Vance serait en train de négocier un protocole d'accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran qui stipulerait que toutes les forces doivent quitter le Liban, du moins en théorie, du moins selon la compréhension commune de ce protocole d'accord, de ce Memorandum of Understanding. Ces deux réalités ne peuvent pas coexister. On ne peut pas avoir à la fois une situation où le protocole d'accord est respecté et une autre où le nouvel accord entre le Liban et Israël l'est aussi. Les deux ne peuvent pas exister en même temps. L'un devra donc être appliqué et prendre le pas sur l'autre. Et il semble bien que les États-Unis choisissent, une fois de plus, Israël, même au détriment de leurs propres intérêts dans la mise en œuvre de ce protocole. C'est très clair. Et en plus, ce qu'on va constater, c'est que, puisque la clause du protocole d'accord en 14 points n'a pas été respectée, ne peut pas l'être, et ne le sera évidemment pas par les États-Unis, cela va nous ramener vers un conflit armé. Oui, oui. Et Israël serait plus qu'heureux de retrouver ça. Ah oui, c'est exactement ce qu'ils veulent. La guerre, le chaos, la violence, la confusion, c'est de ça qu'Israël se nourrit, comme une infection, comme un parasite. Et le Liban, c'est simplement leur dernière cible. Et au fait, Israël a aussi annoncé qu'ils allaient maintenant prendre le contrôle total de la bande de Gaza. Voilà pour le cessez-le-feu. Je crois que je l'ai encore dit aujourd'hui. On a entendu le ministre israélien de l'Énergie dire que 100% de Gaza allait être sous occupation. Et c'est pareil pour le Liban. Avec cet accord, ils sont en train de légitimer l'occupation du Liban. Franchement, je pense que ce gouvernement ne va pas durer longtemps. Le peuple libanais va faire tomber le gouvernement. Et je suis d'accord, parce que c'est une catastrophe. Accepter un accord qui légitime l'occupation de son propre territoire, c'est tout simplement incroyable. Le gouvernement libanais a montré son vrai visage. C'est tout simplement une marionnette coloniale des États-Unis face à l'influence israélienne. Et le Hezbollah ne va pas l'accepter. Le peuple libanais non plus ne devrait pas l'accepter. Parce que si quelqu'un pense qu'une fois qu'on laisse Israël entrer et revendiquer sa place, il partira un jour, eh bien, des milliers d'années d'histoire prouvent le contraire. Ce sont en quelque sorte les Mahmoud Abbas version OLP 2.0 au Liban. Et s'ils continuent comme ça, ils vont faire exactement la même chose. Le peuple libanais, lui, va réagir,
parce que sinon, ils vont vendre tout le territoire libanais. Ils vont tout perdre. Pensez simplement à cette carte que vous avez montrée. Je crois que beaucoup de gens ne réalisent pas vraiment l'ampleur du territoire qu'Israël occupe à l'intérieur du Liban. Encore une fois, la ligne noire, c'est la frontière entre Israël et le Liban. La ligne jaune, c'est jusqu'où les forces israéliennes ont avancé à l'intérieur du territoire souverain libanais. Donc, en gros, tout ce qu'il y a entre la ligne jaune et la ligne noire, c'est le Liban, est occupé par Israël ainsi que ses zones rouges. En ce moment, la négociation pour le retrait ne concerne que ces deux petites poches rouges, pour revenir simplement jusqu'à la partie jaune. Et là, Marco Rubio et le gouvernement libanais célèbrent ça avec une grande cérémonie de signature, en disant « Ah oui, la paix en notre temps ». Quoi? C'est une trahison envers le peuple libanais. Et ils restaient sur cette ligne jaune, en dessous de la ligne jaune, et personne ne les attaquait. Voilà le problème. Exactement. En fait, ils se l'approprient. C'est ça. Et l'occupation sans aucune attaque contre eux. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent de plus? C'est pour ça que Benjamin Netanyahou célèbre ça. C'est pour ça qu'on voit Israel Katz, le ministre de la Défense israélien, se réjouir de ce qui se passe. C'est une victoire totale pour Israël. On leur donne exactement ce qu'ils veulent. Et en faisant ça, maintenant qu'on voit les effets de deuxième et de troisième ordre de cet accord extrêmement complexe, la signature de cet accord a complètement sapé et violé le protocole d'entente entre les États-Unis et l'Iran. Alors maintenant, avec cette série de frappes et la signature de tout ça juste avant le week-end, lundi ou mardi quoi, les négociateurs iraniens et américains vont simplement revenir à la table en Suisse autour d'un café et d'un petit déjeuner continental en disant « Bon, on reprend les négociations ?» Non, ça va complètement les faire échouer. Non, il n'y aurait pas de troisième round de négociations, parce qu'il ne s'est rien passé jusqu'à présent. Toutes les clauses du, je dirais, la première et la cinquième, comme vous l'avez mentionné, avec le cas du détroit d'Ormuz. Ces deux clauses, qui sont si importantes pour la partie iranienne, pour le Liban, ont été violées mot pour mot. Oui, voyons ce qui va se passer. Et merci Tony d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Je vous remercie de m'avoir invité en plein milieu de cette actualité qui évolue d'heure en heure. J'encourage vraiment tout le monde à continuer de suivre les faits tels qu'ils se déroulent sur le terrain. Vous savez, la carte que Nima a partagée montre clairement l'ampleur de cette occupation du Liban. Ce ne sont pas seulement des forces israéliennes le long de la frontière, ce sont des forces israéliennes qui occupent une grande partie d'un territoire souverain. Et le gouvernement libanais vient tout juste de l'accepter. Oui, exactement. Exactement. C'est pour ça que le Hezbollah n'acceptera pas ça. Ils vont attaquer encore et encore. C'est pour ça que je pense qu'ils attendent de voir quelle sera la réaction des Iraniens et des États-Unis avant de décider s'ils attaquent ou non. On va voir ce qui se passe. Le calcul du Hezbollah est vraiment crucial en ce moment. Le Hezbollah aurait toute justification, tout droit d'attaquer le long de cette ligne pour repousser Israël hors du Liban. 200 000 personnes ont été déplacées de ces zones. Oui, c'est énorme. Et il faut aussi se rappeler d'une chose. Dans cette zone, entre la ligne noire et la ligne jaune, tout le secteur est maintenant occupé par les forces israéliennes. Tous les habitants ont été déplacés et tout ce qui s'y trouvait a été détruit. C'est comme Gaza, même multiplié. Oui. Si, Tony. Merci, à très bientôt. Okay. Thank you.